Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. Bonsoir, les vraies voix prennent l'air chaque mercredi de ce mois de juillet. Se déplacer devient une aventure, un sujet de stress permanent. Les gens hésitent à se déplacer, le lien social vacille. Une conférence sur les transports de demain vient de rendre un rapport prometteur, orchestré par une association que j'ai découverte, l'association Mobile Impulse. Son président, Fabrice Luriot, est notre invité. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Frédéric. Merci d'être avec nous. Vous allez nous expliquer tout cela. Je précise que cette émission va être l'occasion de dérouler avec vous toutes les recherches, toutes les suggestions qui ressortent de cette fameuse conférence finalement, et que pour vous accompagner, pour nous accompagner tout au long de l'émission, nous sommes également en visio avec Jean Coldefy, qui est directeur des programmes Mobile Impulse, Mobile Impulse pour être précis, expert des mobilités. Bonsoir Jean Coldefy. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors bon, vous êtes en visio, mais vous êtes bien présent et on vous voit notamment sur la chaîne YouTube si vous voulez suivre cette émission. Alors Fabrice Luriot, c'est quoi Mobile Impulse déjà? Parce que vous fournissez un sacré travail, j'ai vu le résultat de votre conférence. Vous êtes né de quoi? Vous êtes une association déjà, hein? Oui, c'est ça. En fait, on est une association de loi 1901 qui maintenant a presque plus de 50 ans. Ah oui. 50 ans d'existence dans le domaine de la mobilité. Et à l'époque, on n'appelait d'ailleurs pas la mobilité, on appelait ça plutôt la circulation, les transports. C'était un autre nom il y a 50 ans. Ça s'appelait ATEC. Et après, ça s'appelait ATEC ITS France, et maintenant, ça s'appelle Mobile Impulse. Oui, parce que ça sonne bien de nos jours, Mobile Impulse. Je me suis dit, vous auriez été des précurseurs de vous appeler Mobile Impulse il y a 50 ans. Il y a 50 ans, exactement. Ouais. Non, la tech, voilà. Dans la tech, vous avez le tech, la technologie. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment notre marque de fabrique. Et donc là, ce qu'on va essayer de faire pendant une heure ensemble, c'est justement de proposer une vision de qu'est-ce que le numérique apporte à la mobilité de tous, que ce soit effectivement les citoyens en monde urbain ou en interurbain, mais aussi les biens et les marchandises, donc de logistique. Parce que oui, c'est ça finalement le cœur de votre action, c'est que vous associez donc au numérique. Mais lorsque vous étiez tech quelque chose, c'était quoi la volonté? C'était toujours d'aller trouver des créations, d'être imaginatif? Alors on a toujours été très innovants dans nos approches. D'une part, l'association, c'est une association qui réunit l'ensemble des acteurs de la mobilité. On est le premier réseau des mobilités intelligentes, que ce soit des acteurs publics, que également aussi les acteurs privés. Donc les acteurs privés, c'est les industriels, les opérateurs de transport, mais également aussi toutes les sociétés type start-up qui innovent dans la mobilité. Et donc notre objectif, c'est avec cet écosystème, à la fois bien sûr de le piloter, mais également aussi de travailler sur de l'innovation. L'innovation bien sûr pour les citoyens, parce que ce sont les clients, les usagers finaux, mais également aussi pour les collectivités territoriales, parce que dès lors qu'on parle de mobilité, de transport, on parle forcément d'aménagement du territoire, on parle d'énergie, et donc ça c'est tous ces sujets-là qu'on doit mettre en musique pour pouvoir effectivement créer un nouveau service de mobilité. Le but du jeu, c'est d'être écouté par les politiques, les décideurs évidemment. Vous êtes en lien direct avec eux ou pas? Parce que finalement on vous entend peu. Alors là, grâce à Sud Radio, c'est le cas. On vous remercie. Non, mais c'est normal parce que c'est très intéressant. Mais c'est quoi? Vous êtes une force de proposition ou une possibilité de faire agir? Alors déjà, on est indépendant, donc on n'a rien à vendre quelque part. On n'est pas un syndicat, une fédération. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Mais c'est ça qui est surprenant aussi, parce que vous êtes une association, vous travaillez, enfin vous faites appel à des grands spécialistes. Faut bien manger. Enfin, je veux dire. Oui, non, alors on porte effectivement au travers de l'association plus d'une centaine de membres qui sont adhérents de l'association et donc qui nous permettent effectivement de proposer des recommandations, soit aux collectivités territoriales qui sont elles-mêmes adhérents, soit en l'occurrence au ministère des Transports et à la DGDM, le bras opérationnel du ministère. Donc vous œuvrez pour la bonne cause, quoi. On essaye d'œuvrer pour la bonne cause, on essaye. Non, mais c'est bien parce que finalement, on rappelle qu'une association, c'est loi 1901, donc sans but lucratif. Sans but lucratif. Oui, voilà, c'est ça. Quels sont les différents types de programmes, Jean Coldefy, puisque vous êtes le directeur des programmes Mobile Impulse? Par exemple, on vous a dit, allez Jean, viens, enfin je pense qu'on vous tutoyez les uns les autres. Oui, voilà. Jean, viens, tu vas nous proposer des programmes. C'était quoi la mission quand vous êtes arrivé, Jean Coldefy? En fait, le premier sujet sur les questions de mobilité, c'est de bien comprendre le problème à résoudre. Et on a beaucoup investi sur la compréhension des mobilités
Par exemple, en 2017, avec l'équipe de Madame Borne, qui était alors ministre des Transports, on a vraiment réalisé un diagnostic territorial sur les mobilités. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on a des villes qui ont une aire d'influence qui dépasse largement leur périmètre, urbanisé, qui va bien plus loin que cela, notamment pour le travail. Pourquoi ? Parce que les villes concentrent, et ça c'est vrai dans toute l'histoire, les emplois, mais ça concentre aussi les hôpitaux, ça concentre les commerces, etc., etc. Toutes les activités, les loisirs. Et donc, il y a des flux très importants entre ce qu'on appelle le périurbain, donc qui sont des zones rurales à proximité des villes et dans lesquelles vivent à peu près 40% de la population. Et il y a des flux très importants entre ces périurbains et les pôles urbains, les villes. Et on a quantifié, je vous donne un exemple, avec Transdev et le géographe Jacques Lévy, qui est prix Nobel de géographie, ou en tout cas son équivalent, on a quantifié avec les données de téléphonie mobile combien pesaient ces flux. Et on est capable aujourd'hui, avec une grande précision, une grande certitude, pour chaque ville, de dire il y a un écart de temps entre l'offre et la demande. Ah, c'est passionnant. Vous avez 15 fois plus de demandes de gens qui se rendent, en tout cas qui, pour des raisons ou une autre, dans l'urbain à partir du périurbain par rapport à l'offre disponible en transport en commun. Bon, alors, vous allez effectivement, et les auditeurs de Sud Radio vous attendent avec impatience sur les propositions que vous faites, grâce notamment, vous l'avez dit, Fabrice Luriot, au numérique. Oui. Peut-être une dernière chose, finalement, au moment où le Premier ministre appelle aux économies budgétaires, et notamment pointe du doigt certaines agences d'État, vous apportez la solution, c'est-à-dire c'est le monde associatif qui vient faire... Vous faites un peu le travail d'une agence d'État, d'une certaine manière, mais en associatif. On est assez complémentaires. On est assez complémentaires, effectivement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a participé à la fameuse conférence Ambition France Transport, effectivement que le ministre Tabarot a organisé ces dernières semaines. Et notamment avec effectivement Jean Codéfi qui était un des copilotes des 4 ateliers de cette conférence. Et c'est là où on voit effectivement que à la fois l'association doit apporter de l'innovation grâce au numérique pour justement, comme le disait Jean, comprendre l'usage de nos infrastructures, mais également aussi derrière les ajuster à la bonne compréhension que l'on aura faite grâce à la data, grâce au numérique. Et donc cette proposition de valeur, on est aujourd'hui effectivement une unique proposition collective grâce effectivement à l'écosystème que pilote Mobile Impulse. Bon, on va découvrir vos propositions, le temps de marquer une petite respiration. Restez bien avec nous, vous les auditeurs de Sud Radio, parce que vous allez voir, il y a des trouvailles. Comment résoudre ces terribles problèmes de mobilité, que ce soit en voiture, en train, en avion, en hélicoptère, en trottinette, à pied, à vélo, je ne sais quoi, à moto. Ça toujours été une galère depuis que nos villes se sont développées. Alors le numérique peut-être apporter des solutions, oui, sans doute. Vous allez le voir dans un instant, ce sont les vraies voix qui prennent l'air. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Frédéric Brandel. Comme chaque mercredi de ce mois de juillet, les vraies voix prennent l'air. Trouver des solutions. C'est bien ce dont il s'agit avec l'association Mobile Impulse qui cherche à améliorer notre quotidien dans la mobilité. Alors, son président Fabrice Luriot est avec nous. Je rappelle, c'est une association. On en profite pour remercier Diane Lotte qui nous a bien aidé à préparer cette émission. Parmi nos invités et en visio, Jean Codéfi qui est le directeur des programmes Mobile Impulse. Alors c'est clair, il y a eu cette conférence Ambition France Transport qui s'est achevée il y a quelques jours. De nombreuses propositions ont été avancées pour répondre à l'impératif qui s'impose dans tous les territoires. Chaque euro investi dans les mobilités doit désormais prouver son efficacité. Qu'à cela tienne, nous avons des exemples. Alors, Fabrice Luriot, première des solutions grâce au numérique, c'est par exemple l'open payment.
Ouais, j'ai mangé un peu le deuxième mot, l'open payment. Ouais, on n'aime jamais payer. Oui. C'est pour ça peut-être. Si. Bon. Mais il le faut pour construire nos mobilités du futur. Alors, les Parisiens ont déjà ce modèle à l'esprit. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de tickets de métro, c'est ça, quoi. Alors non. Faut pas, c'est deux choses différentes. Expliquez-nous. Il y a le pass Navigo, effectivement, que les Parisiens connaissent bien. Ouais. Et puis, il y a effectivement l'open payment. Alors, peut-être en guise de préambule, et je pense que Jean sera encore mieux placé que moi pour... Jean-Claude Défi, sera mieux placé que moi pour répondre justement à cette grande différence. Ouais. Notre proposition, notre intervention au sein de la conférence de l'AFT venait aussi de par le travail que l'on fait avec les autorités organisatrices de la mobilité, les AOM, qu'on appelle dans notre jargon, les grandes entreprises, les start-up, mais également aussi les sociétés d'ingénierie. Donc ce sont tous les adhérents de l'association. C'est ce qu'on a rappelé tout à l'heure. Et c'est grâce à ça en fait qu'on en a construit des groupes de travail sur la décarbonation, sur l'open payment, sur la résilience de la route, sur des sujets autour de la transition numérique et écologique. Bref, ces groupes de travail, ils sont là toute l'année et ça nous a permis effectivement de puiser dans ces réflexions collectives pour ensuite émettre effectivement nos recommandations auprès effectivement de la conférence de l'AFT. Et première recommandation, on y arrive, open payment. Exactement. Alors Jean-Claude Défi, vous prenez la main? L'open payment. Moi j'avais une idée, mais visiblement c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que tout se fait avec le portable, c'est ça? Non, l'open payment, tout se fait avec la carte bleue. En fait, prendre un transport public devient aussi simple qu'acheter une baguette de pain. Et il était temps. Et donc aujourd'hui, vous avez 47 réseaux en France de transport public qui ont déployé ça. C'est-à-dire que vous montez dans un bus, un tramway, un métro, vous badgez avec votre carte bancaire. Et votre carte bancaire est à la fois votre moyen de paiement et votre titre de transport. Ah, ça c'est génial, ça. Ouais. Et donc, vous avez 47 réseaux qui l'ont fait. Il y en a une centaine qui l'auront fait d'ici 2 ans. Et effectivement, si on pouvait déployer ça dans les TER, mais ça va se faire, c'est vraiment quelque chose qui pourrait simplifier l'usage. Et en fait, dans les réseaux urbains qui l'ont fait, je pense à Lyon, à Marseille, qui l'ont déployé, on constate qu'en fait, il y a une augmentation des voyages. C'est-à-dire qu'en fait, il y a peut-être des gens qui, parce qu'ils étaient pressés et il y avait la queue devant le distributeur de tickets. J'ai pas le temps d'acheter un ticket, par exemple. Exactement, voilà. La question, c'est le temps. Et donc, ils montaient dans le transport sans payer. Donc cette fraude qu'on appelle grise, qui n'est pas une fraude, qui est une fraude un peu contrainte par le temps, elle n'existe plus avec l'open payment. Et puis le simple fait de simplifier l'acte d'achat fait que vous prenez plus souvent le transport public. Donc ça, c'est à la fois une source de recettes et de simplification. Alors, je reviens quand même parce que c'est vrai que c'est une belle trouvaille. On peut peut-être s'interroger quand on est usager de se dire bon, on met la carte quelque part, mais c'est quoi? C'est comme un lecteur de carte bleue qui est à l'entrée du train, du bus. Comment ça se passe, Fabrice Luriot? Oui, allez-y, Jean-Claude Défi alors. Ouais. C'est le même lecteur. C'est-à-dire que vous avez un lecteur. Comme celui que vous avez pour un pass Navigo, vous passez votre carte bleue devant, c'est sans contact. C'est un lecteur sans contact. C'est sans contact. Que vous avez actuellement. Ouais. Mais est-ce que vous avez une preuve que ça a bien été débité tout de suite parce que ça fait peur? C'est-à-dire bip, non, je sais plus si on peut payer 2 fois. Non, mais quand vous allez acheter votre baguette de pain, vous bipez. Et c'est exactement pareil. D'accord, sauf que quand on arrive à 40 de plein de front, je sais pas comment on dit, pour rentrer dans un bus, tout le monde doit rentrer. Enfin, il y a le temps de badger, Fabrice. Oui, enfin, il y a le temps de badger, comme on badge d'ailleurs aujourd'hui sur le réseau francilien avec son téléphone. Depuis peu, maintenant on peut le faire. Et en fait, c'est la même chose, sauf que c'est plus avec le téléphone, c'est avec la carte bleue. D'accord. Donc ça simplifie encore plus le geste et ça permet effectivement de travailler l'accessibilité au transport public. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort, là où on souhaite effectivement avoir plus de personnes qui pratiquent les transports publics, plus de financement grâce aux recettes que l'on fait, c'est une solution qui est complémentaire à toutes les autres technologies existantes. Combien de temps faudra-t-il pour que ce soit un système, on va dire, généralisé? Vous l'avez beaucoup dans des grandes métropoles mondiales européennes. Oui, c'est ce qu'a dit Jean-Claude Défi. Exactement. Ouais. Et en France, effectivement, vous avez une cinquantaine de réseaux qui l'ont déjà fait. Je pense que c'est à l'horizon d'une décennie. Je pense que tout le monde aura
travailler effectivement ces sujets-là. Ouais. Ça nous paraît évident. Voilà. En tout cas, nous on le pousse parce que c'est une voie forcément de diffusion. Ouais. Alors attendez Jean, chacun son tour. C'est vrai que vous êtes en visio, mais du coup, bon, mais Jean Coldefy, il faut aussi bien que l'usager sache où il en est de ses dépenses de transport, parce que là, je reprends l'exemple des transports à Paris. Alors vous prenez un bus, c'est un peu plus de 2 €, puis le métro c'est un peu moins. Enfin bref, il y a des tarifs différents. C'est quoi la lisibilité maximum pour l'usager, Jean Coldefy ? En fait, l'intérêt de cette technologie, c'est que vous pouvez faire des tarifications adaptées à chaque usage. Et donc, vous pouvez avoir par exemple, vous pouvez avoir un forfait plafonné chaque jour. C'est-à-dire que vous dites, vous pouvez prendre, en supposant que le ticket soit à 2 €, au bout de 8 €, c'est-à-dire de 4 voyages, c'est plafonné. Le 5e sera gratuit. Donc, on peut faire à peu près ce qu'on veut. En fait, vous avez pensé à tout, quoi. Ouais. Oui, en fait, l'intérêt, c'est comme ça se fait ce qu'on appelle en back-office. C'est-à-dire, vous pouvez programmer ça sur des ordinateurs. C'est extrêmement simple. Je voulais dire aussi que c'est une source d'économie également pour les autorités publiques. Londres, qui avait son pass Navigo qui s'appelait l'Oyster Card à une époque, a introduit il y a quelques années déjà la carte bancaire. Ils font 100 millions d'euros par an d'économies sur la distribution de titres. Vous imaginez 100 millions d'euros. Ouais. Donc c'est 100 millions d'euros que vous pouvez réinvestir dans de l'offre de transport public supplémentaire. Ça, c'est prouvé, c'est le résultat de votre conférence. Grâce à l'apport du numérique, la notion d'open payment, souvenez-vous-en, vous les auditeurs de Sud Radio, maintenant on est au courant. Alors parmi les trouvailles, je vois par exemple accélérer la voiture autonome. Fabrice Luriot, c'est quoi la voiture autonome ? Sans conducteur ? Alors oui, dans les faits, c'est sans conducteur. Ouais. Mais dans la réalité, on est loin du sans conducteur. Pour plein de raisons, des raisons à la fois technologiques, contractuelles, des raisons d'aménagement du territoire. Et donc, on sera plutôt dans une logique où on parlera de véhicules connectés aujourd'hui que de véhicules autonomes. Alors il est comment ce véhicule connecté ? Déjà pour nous, il apporte énormément de données, ce véhicule connecté. Enfin, c'est le véhicule qu'on a tous les jours, que l'on peut acheter aujourd'hui, et qui demain sera encore plus connecté avec un certain nombre de capteurs, et ces capteurs nous apportent de l'information sur l'usage de l'infrastructure. Alors c'est l'usage de l'infrastructure routière, si on est dans un véhicule un VL, mais ça peut être de l'infrastructure ferroviaire, l'infrastructure aéroportuaire, que sais-je. En tout cas, tout devient connecté. Et donc, grâce à cette connexion, on a de la donnée. Et grâce à cette donnée, on est capable d'analyser l'usage de ces infrastructures pour ensuite faire des recommandations en matière d'investissement et donc, du coup, effectivement, en matière de politique publique pour déployer les bons services au bon moment et donc, au bon endroit. Ça veut dire anticiper. Alors, évidemment, le mot qui nous vient tout de suite à l'esprit, Jean Coldefy, les embouteillages, etc., etc. Mais sur cette notion de fréquence, c'est-à-dire comment, moi, par exemple, avec ma voiture, j'utilise tel ou tel, je suis connecté. En termes de données, c'est utilisé comment ? Parce que ça, on va vous le dire, Jean Coldefy. Bah oui, mais elle est où ma liberté ? Si je suis allé à telle heure, enfin bon, vous connaissez un petit peu le point de vue des Français à ce sujet-là. Ouais. Je laisserai compléter effectivement Jean, mais globalement, on respecte l'ensemble de nos obligations en matière de RGPD. Donc le règlement qui protège effectivement nos données personnelles. RGPD, donc là, j'ai un petit trou de mémoire. Le règlement général de la protection des données qui est géré effectivement au niveau européen et donc forcément au niveau français. Voilà, c'est terrible ces acronymes. Et surtout qu'en anglais c'est GDPR, donc du coup on s'y paume. Oui, forcément c'est à l'envers. Donc Jean Coldefy, jusqu'à quel type d'information ça peut aller ? Donc je l'ai dit, tout de suite on percute sur les embouteillages, mais quoi d'autre ? En fait, le véhicule connecté, comme l'a très bien dit Fabrice, permet de remonter un certain nombre de données. Donc, vous avez des sociétés, je vais en citer une adhérente de notre association et qui fait un super travail, qui s'appelle Autoroute Trafic, qui permet, avec les données des véhicules connectés, donc c'est-à-dire, ça suppose le consentement de l'utilisateur, c'est-à-dire que vous acceptez d'être suivi, ça vous permet d'avoir les temps de parcours de manière très précise sur vos itinéraires et globalement de le partager à l'institution. C'est-à-dire que des gens qui rachètent ces données-là et qui les traitent, eh ben, ils peuvent mieux comprendre comment les déplacements se font et donc déployer des politiques publiques qui répondent à la demande. Le vrai sujet, c'est quand même ça, c'est qu'on connaît très mal la demande de mobilité. Pourquoi ? Parce qu'elle est surtout individualisée. La voiture, c'est plus de 85%, j'enlève l'Île-de-France, c'est plus de 85% et en dehors des grands centres urbains, des kilomètres parcourus. Et on connaît très mal cette demande-là. Donc,
les véhicules connectés, les données de téléphonie mobile, ce qui est développé par exemple avec Orange Fluvision, leur offre Fluvision, ça permet de connaître la demande. Et quand vous connaissez la demande, vous êtes capable de mettre en face une offre qui réponde à cette demande. Bon, vous êtes capable de dire, c'est là qu'il faut que je mette un parc relais, parce que c'est là où les flux se concentrent et se rassemblent. Et à partir de cet endroit-là, je peux mettre un transport public parce qu'il sera rempli. Parce que mettre des transports publics pas remplis, ça coûte très cher pour peu de services, peu de valeur ajoutée. Oui, donc, parce que dans la notion évidemment, quand on parle de voiture autonome, on a parlé du VL, le véhicule léger personnalisé, mais en fait, là, vous incluez tous les les bus, etc. Et les camions. Il y a le véhicule connecté qui est une chose et le véhicule autonome qui en est une autre. Le véhicule autonome, ça existe déjà, les robotaxis à San Francisco et bientôt dans une centaine de villes aux États-Unis. Ça viendra, ça, pour vous, en France, ça viendra ou pas? Oui, Londres, d'ici 2 ans, il y aura des robotaxis autonomes à Londres. Et en France, donc, dans combien d'années en France? En France. Vous souriez, je le dis pour ceux qui ne vous voient pas. Ça aux chauffeurs de taxi qui seront ravis d'apprendre ça. Mais aujourd'hui, les deux cohabitent aux États-Unis, ça fonctionne plutôt pas mal parce qu'on est plutôt en sous-offre dans les centres urbains. Mais en fait, ça marche dans les centres urbains, ça marche pas ailleurs. Donc, la question, c'est pas en fait d'offrir de l'offre dans les centres urbains parce qu'en fait, il y en a déjà beaucoup. La question, c'est comment je connecte les centres urbains avec toutes leurs zones périurbaines et toutes les villes moyennes jusqu'à 1 heure de temps de parcours. Et là, le véhicule autonome individuel sera pas la réponse parce que vous aurez des bouchons de voitures autonomes, ça résoudra pas grand-chose. Donc la question, ça sera comment je partage le véhicule et comment je fais des transports publics autonomes. Alors là, c'est pas pour dans 2 ans, c'est sans doute pour 5 ou 10 ans. Voilà. Et c'est certainement un futur qui va nous faire gagner pas mal d'argent probablement, mais on n'y est pas encore. Bon, juste parce qu'on va passer à d'autres thèmes et puis on a une petite pause à marquer, mais Fabrice Loriot, il a été question dans cette conférence aussi du covoiturage. Alors le covoiturage, bon, c'est avancé par beaucoup d'écologistes notamment. Moi, à titre personnel, je suis pas très favorable. En quoi le numérique peut faire avancer quelqu'un de sceptique comme moi et conforter les écologistes ou modérer leur enthousiasme? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le covoiturage ne remplacera pas un mode de transport lourd, un mode de transport de masse. Il vient en complément des autres offres de services. Et pour justement faire la jonction avec ce que vient de dire Jean Codéfi, c'est qu'effectivement, là où il manque des services de mobilité, c'est dans le périurbain, voire dans l'interurbain, où on appelait autrefois aussi le rural. Et donc c'est bien là où il y a un manque finalement crucial de services de mobilité et d'accessibilité. Et donc c'est là où l'apport du digital justement peut à la fois comprendre où il y a un manque et ensuite de faire cette connexion avec les différentes personnes qui vont utiliser effectivement ce covoiturage. Sauf que dans le rural, des fois, il y a une crise du numérique aussi. Effectivement. Et donc c'est pour ça qu'effectivement que le covoiturage peut être un élément de réponse dans le périurbain où effectivement le transport de masse n'est pas adapté et pas finançable, comme on le disait tout à l'heure. Et puis, du coup, grâce au numérique, on met en relation des gens et finalement, la voiture individuelle devient un transport collectif. Voilà, mais c'est là où, parce que évidemment l'idée est intéressante et moi je me suis présenté comme un usager qui était pas trop pour, parce que en fait il y a cette notion de rencontre, on est un peu dépendant des autres, on ne sait pas sur qui on tombe. Vous voyez, ma fille va avoir son permis de conduire à 18 ans, elle fait covoiturage, on ne sait pas avec qui. Enfin bon, bref. Oui. En fait, on a modernisé le bon stop que nos parents faisaient. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, il faut créer ce point de rencontre. Et ce point de rencontre nécessite effectivement un point de confiance quelque part. Ce qu'il faut bien voir, c'est que si on n'arrive pas à montrer que les transports collectifs et les transports effectivement type covoiturage ne sont pas une solution de demain, on n'arrivera pas à réduire cette différence de service qu'il y a entre la voiture personnelle et les services de transport. Et c'est tant qu'il y aura cette grande différence de notion de service, la voiture sera toujours gagnante. La voiture individuelle sera toujours gagnante. Bon, bravo, c'est très intéressant toutes vos propositions. Mobile Impulse avec son président Fabrice Loriot et son directeur des programmes Jean
Jean-Col Défi qui sont avec nous. Alors, il y a plein de choses encore à voir parce que, évidemment, ces vraies voix qui prennent l'air ne s'arrêtent pas là sur la question de la mobilité, question ô combien terrible de nos jours. Nous allons nous intéresser aux énergies nouvelles, au service de la mécanique. Nous allons également aborder des sujets qui concernent notre quotidien dans les villes, avec cette transition énergétique des mobilités. Comment tout cela va évoluer? D'autres invités viennent nous rejoindre. Restez bien avec nous parce que on apprend plein de choses. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Je vous remercie d'abord de permettre à des tas de gens de s'exprimer et de leur laisser surtout le temps de développer leur discours. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brandel. Et oui, les vraies voix qui prennent l'air le mercredi soir de ce mois de juillet. Une conférence sur les transports de demain a été organisée. Elle vous a peut-être échappé. Eh bien, pas à nous. Nous en parlons avec ceux qui l'ont initié et orchestré. L'association Mobile Impulse avec son président Fabrice Luriot qui est avec nous, avec son directeur des programmes Jean-Col Défi. On a eu le plaisir d'avoir plein d'innovations, plein de révélations, plein de prospection pour après. Nous allons parler de cette question ô combien importante qui concerne l'énergie. Et pour cela, nous accueillons un nouvel invité. Bonsoir Ashley Poniatowski. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous représentez la société ThankYou. Alors, vous livrez directement sur site l'énergie, que ce soit diesel, essence, biocarburant, bio-GNC, électricité, etc. Vous allez nous expliquer exactement ce que vous faites dans un instant, mais peut-être Fabrice Luriot, rappelez évidemment l'importance qu'a eu cette gestion des énergies dans la conférence que vous avez orchestrée. Alors, petite précision, on n'a pas orchestré au sens propre du terme la conférence. Oui, c'est-à-dire que vous n'aviez pas une baguette et il n'y avait pas un batteur, un bassiste. C'est vraiment le ministre qui s'en est chargé. Nous, on était contributeurs, mais par contre, effectivement, dans le cadre de nos groupes de travail, on a fait plusieurs conférences liées au monde de la décarbonation des mobilités, aux services, à l'usage, etc., etc. Donc effectivement sur l'énergie, sur l'énergie, depuis maintenant quelques mois, depuis qu'on a une nouvelle gouvernance au sein de l'association Mobile Impulse, je souhaite effectivement intégrer encore plus cette vision 360 degrés de la mobilité. Aujourd'hui, la mobilité, c'est une grande verticale où on parle de mobilité, de tous les services qu'on a évoqués dans la train, la voiture, etc. Ouais. Mais on est convaincu que cette mobilité, sans parler d'aménagement du territoire, c'est une hérésie, et je crois que tout le monde maintenant le comprend. Et par contre, il faut faire passer le message aussi au grand public pour qu'ils comprennent aussi le fléchage du financement. Et puis également aussi forcément parler d'énergie. La mobilité sans l'énergie, enfin ça ne sert plus à rien. Surtout lorsqu'on parle de décarbonation des mobilités. Et donc c'est pour ça qu'on a souhaité effectivement dans nos rangs avoir aussi des adhérents qui parlent d'énergie et de mobilité. Jean-Col Défi, la tendance sur les énergies, c'est quoi? On privilégie les biocarburants, l'électricité? Aujourd'hui, vous avez à peu près 17% des voitures achetées qui sont neuves, qui sont électriques. Vous l'arsenez un petit peu, peut-être rapprochez-vous du micro. Voilà. Oui. Oui, je disais, aujourd'hui, vous avez 17% des voitures neuves achetées qui sont électriques et 8% qui sont hybrides rechargeables. C'est un ratio qui stagne. Donc, il y a une croissance de l'électrique, mais qui reste quand même assez faible. Mais il y a une appétence des Français pour acheter de l'électrique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, c'est encore cher. Donc, c'est une voiture qui n'est pas encore démocratique, mais ça progresse. On commence à avoir des voitures à des coûts abordables. Et puis, on attend le marché de l'occasion de l'électrique qui fera décoller la voiture électrique. Mais les biocarburants, les biocarburants, non, pas encore. Non, ça, c'est peu acheté. C'est acheté dans le milieu professionnel pour les poids lourds ou pour les bus ou le gaz. Donc ça a un sens, ça peut avoir un sens écologique, notamment le gaz. Mais pour les particuliers, je rappelle, 85% des particuliers achètent des voitures d'occasion et 60% mettent moins de 10 000 euros. Donc il faut avoir ça en tête. La voiture démocratique, électrique aujourd'hui, c'est un peu comme la voiture des années 50, c'est pas encore un objet démocratique. Mais ça va arriver, mais ça prendra un peu de temps. Intéressons-nous donc à l'exemple que nous vous proposons ce soir. Donc Ashley Poniatowski, vous représentez la société ThankYou. Vous livrez directement sur site l'énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous nous évitez la galère d'aller à la pompe à essence? Oui, tout à fait. Bonsoir, merci de me recevoir.
Effectivement, donc TanQ, on a créé il y a 7 ans ce service un peu atypique qui propose de livrer directement sur site, directement au véhicule, les énergies. Donc à l'époque, c'était principalement des énergies diesel. Aujourd'hui, le diesel reste, comme pour le marché, l'énergie majoritaire, mais ça représente plus que 70% de notre énergie, puisque effectivement, on propose des biocarburants, du bio-GNC, du GNC et un petit peu d'électrique. Aujourd'hui, nous, c'est un marché que nous adressons beaucoup aux professionnels. C'est pour ça que effectivement votre invité avait raison. Aujourd'hui, typiquement, le biocarburant, c'est une énergie qu'on livre principalement pour les bus et pour les poids lourds. Par contre, pour l'électrique, le diesel, etc., on livre aussi à des particuliers. Pas forcément directement, mais vous voyez, par exemple, à titre d'exemple, c'est nous qui alimentons la flotte de véhicules des Leroy Merlin quand vous souhaitez les louer, ou des Renault Mobility si vous souhaitez les louer, que ce soit sur des véhicules thermiques ou des véhicules électriques. Ah oui, pour les locations de voitures, effectivement, là, ça tient bien, ça tient bien. En fait, vous êtes un peu les livreurs des énergies, quoi. Exactement, on est livreurs de bonnes énergies. Mais vous livrez comment? Vous livrez en camion, donc, du coup, parce que c'est des camions citernes, non? Alors nous on a une spécificité, c'est qu'on a miniaturisé les stations-service. Donc en fait, on les a mis dans des véhicules qui sont des VL pour être en dessous de seuils, alors sans dire trop de complexité technique, mais ce qu'on appelle en dessous des seuils ADR, donc être en dessous des seuils de matières dangereuses, pour pouvoir justement rentrer dans des villes et que ce soit pas du tout anxiogène. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est pas d'arriver avec un citerne qui fait 20 000 litres, mais d'arriver avec des véhicules qui soient des véhicules de petite et moyenne taille pour pouvoir aller chez Leroy Merlin, pour pouvoir aller sur des sites UPS, pour pouvoir aller livrer à l'aéroport d'Orly ou de Roissy directement ou dans le sud à Lyon, pour pouvoir le faire directement et justement de manière simple. Puisque ce qu'on observe, on parlait d'aménagement du territoire, ce qu'on observe aussi, c'est une disparition progressive des stations essence. Aujourd'hui, vous avez 3 stations essence sur 4 qui ont disparu sur les 20 dernières années. Ça s'explique en grande partie par l'intervention des GMS, donc des Leclerc, Carrefour, etc., qui ont pris des parts de marché et donc qui ont fait que ça a cassé les prix. Concentré. Exactement. Et donc voilà, et donc ça, c'est parti. Et donc les professionnels ou les particuliers ont des difficultés, et c'est là où justement on a essayé de rendre l'énergie la plus mobile possible. Vous êtes installé où précisément, TanQ? Nous, TanQ, on a commencé en région parisienne parce que c'est là que la problématique de station essence est la plus forte. Pour ceux qui vont de temps en temps à Paris ou habitent Paris, aujourd'hui, on compte sur les doigts d'une main le nombre de stations dans Paris. Ensuite, nous avons été à Lyon, Lille, et aujourd'hui, nous regardons Bordeaux, Marseille et Bordeaux comme prochaine ville d'ouverture. Bon, alors, merci pour cet exemple, Ashley Poniatowski. Vous allez rester avec nous, hein, même si on ne reste pas uniquement sur l'énergie, parce que on a besoin de votre expertise. Moi, j'aimerais, Fabrice Luriot, que vous nous disiez en quoi ce que propose cette société va dans le sens de ce que finalement vous avez tiré comme enseignement de la grande conférence sur les mobilités de demain. Encore une fois, je crois que ça reste complémentaire à l'offre publique. C'est-à-dire qu'effectivement, Ashley parlait d'aménagement du territoire et que des décisions politiques ou des décisions des propriétaires de foncier ont fait que il y a moins effectivement de stations. Et à un moment donné, et il reste quand même le problème de comment on se déplace. Et donc ce genre d'initiative qui, par la connaissance du territoire, grâce à la data, grâce au numérique, grâce à la technologie finalement de l'information, on offre de nouveaux services aux citoyens. Et c'est là où on voit effectivement toute la force du numérique par rapport effectivement à la distribution de nouveaux services de mobilité et donc en l'occurrence de nouveaux services effectivement de carburant. Bon, nous allons nous intéresser dans un instant à la convergence des aménagements et des mobilités. Le rôle du numérique, on le rappelle, qui est votre cheval de bataille dans l'usage de l'espace public. Interagissement de l'espace, Grand Paris par exemple, vous en avez entendu parler, le rural, la loi d'orientation des nouvelles mobilités, rapprocher vers l'urbain, périurbain, tout ça, toutes ces données, on s'y intéresse tout de suite, là dans quelques secondes, avec nos experts passionnants. Merci encore une fois, restez bien avec nous, c'est Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Frédéric Brandel.
Se déplacer. Oh là là, ce week-end, je dois aller voir la famille. Oh, est-ce qu'il va y avoir des embouteillages? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le train? Y aura-t-il une grève? Bon, alors je prends le bus. Non, mais il y en a plus. Bon, alors l'avion. Bon, bah ça sert à rien. Ok, parce que c'est trop près. Bon, c'est un casse-tête. On a tous ce problème. La mobilité est devenue l'un de nos plus grands stress. Une conférence sur les transports de demain vient de rendre un rapport prometteur. C'est l'association Mobile Impulse qui a un petit peu coordonné, qui apporte ces solutions. Son président Fabrice Loriot est avec nous, son directeur des programmes Jean Coldefy, et puis nous a rejoint dans la discussion parce qu'il a été bien sûr question des énergies. Eh bien, Ashley Poniatowski, qui représente la société Thank You, qui livre directement sur site l'énergie. C'est un peu finalement une pompe à essence itinérante. Alors, la question que nous nous posons, avant d'envisager des investissements conséquents pour développer de nouvelles infrastructures, toutes les collectivités locales en parlent. Il est urgent, vous dites Fabrice Loriot, d'exploiter les réseaux existants en utilisant pleinement l'apport du numérique. Ça veut dire quoi? Vous avez résumé effectivement la situation, c'est que on a peut-être moins de sous qu'avant pour pouvoir développer de nouvelles infrastructures. Donc, il serait peut-être intéressant de s'occuper des infrastructures existantes. Et donc, comment on optimise ces infrastructures existantes? Encore une fois, c'est pas que des infrastructures ferroviaires, ça peut être des infrastructures routières, des infrastructures qui sont dans le domaine de l'urbain ou dans l'interurbain, que sais-je. Quoi qu'il se passe, le numérique peut apporter effectivement une vraie réponse grâce à la technologie, qu'elle soit embarquée dans les véhicules, qu'elle soit intégrée sur notre espace public, justement pour mieux gérer, mieux coordonner l'ensemble des flux de mobilité qui viennent dans ces grands centres-villes. Bon. Et donc c'est bien là où on a besoin d'une bonne coordination de l'ensemble de ces mobilités, et cette coordination pour désiloter ces flux passe par le numérique. Jean Coldefy, le directeur des programmes de Mobile Impulse, concrètement, on a par exemple des problématiques de répartition de la voie publique, des conflits finalement des conflits d'usage. Des conflits d'usage. Qu'est-ce que dit le numérique? Un exemple. Vous êtes monsieur exemple. Alors allez-y, Jean Coldefy. Non mais l'enjeu en ville, c'est l'espace public, c'est la rareté de l'espace public, et une ville. Ça permet de créer beaucoup de richesses parce qu'il y a beaucoup de monde sur un territoire assez restreint. Mais c'est le problème de la ville, c'est la congestion. Et je vais vous le dire autrement, une ville sans transport public ne peut pas fonctionner. Sur la rue de Rivoli à Paris, vous avez RER A, c'est 1,5 million de voyages par jour. Vous imaginez, c'est 1,5 million de personnes en vélo sur la rue de Rivoli ou en voiture. Ça fait un gros peloton, oui. C'est physiquement impossible. Donc, on a besoin de transport public. Alors, les transports publics, les métros, ça économise l'espace public, mais c'est pas possible partout parce que d'abord c'est fait pour transporter beaucoup de personnes et ça coûte très cher. Donc on fait des transports publics de surface, les tramways par exemple ou les bus. Les tramways, c'est un sacré coup de pétard sur la fluidité de la circulation, les tramways quand même. Plus il y en a, plus il y a des embouteillages. C'est fait pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous faites une ligne de tramway, sur cette ligne-là, vous prenez de l'espace public de voirie à la voiture. Et le numérique permet de donner la priorité au feu au tramway. C'est-à-dire qu'automatiquement, quand le tramway arrive, on sait qu'il est là, on va lui donner la priorité au feu. Et une fois qu'il est passé, on sait qu'il est passé, on redonne le vert pour traverser la voie. Voilà. Ça, c'est grâce au numérique qu'il y a une gestion adaptée. Une gestion du trafic adaptée. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez une offre de transport public qui est capacitaire et qui est fiable en temps de parcours et qui est plus rapide parce que c'est du tramway. Et en même temps, vous pénalisez un peu l'usage de la voiture sur cette même origine-destination. Bilan des courses, vous enlevez les voitures et vous faites plus de transport public. Ouais. Je repense à votre exemple, Ashley Poniatowski, avec votre société Thank You, où vous livrez directement sur site de l'énergie. Là, ce genre de travaux dont on parle sur la réorganisation de l'espace public, c'est ce qui conditionne votre action. Alors, je dirais, sur l'évolution des besoins en fonction de l'espace public, mais aussi de la consommation de telle ou telle énergie. Vous allez devoir forcément vous adapter. Un jour, vous allez livrer du pain, et puis l'autre jour, il faudra des croissants. Donc, on est d'accord. Oui, bien sûr. En fait, je pense que c'est un enjeu qui est de plus en plus important parce que l'énergie devient multiple. C'est-à-dire que si on avait eu ce débat dans les années 80, on se poserait pas beaucoup de questions. On se dirait il faut soit de l'essence, soit du diesel. Aujourd'hui, comme vous l'avez très bien rappelé, l'électrique prend une place de plus en plus importante. Il y a une énergie dont on parle
un peu, mais qui le sera sans doute encore plus, c'est l'hydrogène. Donc en fait, là, on a une espèce de carrefour temporel où vous avez des véhicules et il faut du diesel, du GNC, du biocarburant, de l'électrique, sans doute d'hydrogène. Et donc effectivement, il n'y a pas suffisamment de place pour tout ça. Donc nous, notre sentiment, effectivement, c'est là où il faut apporter plus de mobilité. C'est aussi, je pense, aussi la force de l'électrique, parce qu'en fait, l'électrique, c'est aussi une manière d'avoir une station essence, disons, de chez vous ou à votre bureau, parce que c'est là où vous rechargez votre véhicule, ce qui est quand même une force incroyable. Mais du coup, à mon avis, on rentre dans un monde où les villes vont devoir faire beaucoup plus place neuve, et donc il faut des véhicules avec des plus grandes autonomies. Il faut des véhicules justement qui permettent d'être livrés. C'est absolument pas exclu de se dire que dans 30 ans, en fait, c'est des véhicules comme ThankYou qui viennent vous livrer, qui changent la batterie, vous savez, un peu comme ça se fait sur des véhicules, des vélos électriques ou des scooters électriques. Et donc, je pense que c'est aussi la passion absolue de ce métier, c'est qu'on a un carrefour, que ce soit l'énergie ou la mobilité, donc les véhicules, où il n'y a jamais eu autant d'innovation et de changements en l'espace de 10 ans. Voilà, c'est ça, parce que d'aucuns, effectivement, Ashley, on est obligé d'avancer, mais pour résumer, pardonnez-moi, mais effectivement, tout le monde peut se poser la question, mais comment il fait son modèle économique? Et si vous dites, il y a modèle économique, si on est capable de nous adapter, et vous êtes capable de vous adapter, vous venez de nous le préciser. Peut-être ce dernier point, quand même important, Fabrice Luriot, vous parlez d'algorithmes, de simulation et de régulation. Est-ce que, à terme, ce numérique que vous nous avez vanté, est-ce qu'il peut empêcher les embouteillages? Non. Ah non, je crois pas. Non. Non, il n'empêchera pas les embouteillages. Nous, on peut juste apporter et augmenter les niveaux de service de l'ensemble des services de transport publics et collectifs. Mais il y aura toujours des véhicules, il y aura toujours des bouchons. La voiture restera le transport de principal. Ouais. Et d'ailleurs, si on était sur des véhicules totalement autonomes, on aurait des bouchons de véhicules autonomes. Ouais. Donc ça, on peut enlever effectivement de cette idée-là. On ne rêve pas. Mais Jean Coldefy, vous vouliez ajouter, alors, et ça sera la conclusion. Les villes qui fonctionnent sont des villes qui sont congestionnées, que ce soit en voiture ou en transport public. Si vous voulez, une ville, quand elle fonctionne, c'est une ruche. Voilà. Les villes qui ne sont pas congestionnées, c'est des villes qui sont en décroissance. C'est Détroit aux États-Unis après la crise de 2008. C'est une ville qui a perdu 30% de sa population. C'est pas un scénario à nous souhaiter. Donc, ne nous souhaitons pas la décroissance et la décongestion, que ce soit en voiture ou en transport public. Désolé. Le propre de la ville, c'est la densité. C'est sage comme conclusion. Merci à tous les trois. Merci, on a vécu vraiment un bon moment. Peut-être qu'on vous réinvitera d'ailleurs, parce qu'il y a plein de choses dont on n'a pas parlé. C'était les vraies voix qui prennent l'air, avec toute une partie de l'équipe de Mobile Impulse qui réagit et qui anticipe nos problématiques de mobilité. On en a bien besoin parce que c'est une galère. Merci encore à Ashley Poniatowski et thank you, si j'osais, pour votre présence. Voilà, on va vous le faire à chaque fois, ça, n'hésitez pas, prenez-le. Tout de suite, Laurie Leclerc pour du côté des commerces. Merci à Marie Fay, notre réalisatrice. À demain pour les vraies voix. Du côté des commerces, avec Sud Radio et le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Nous allons mettre à l'honneur, comme tous les matins sur Sud Radio, les commerces et les commerçants sélectionnés et surtout récompensés par le Trophée des commerces organisé par CCI France, la Chambre des commerces et d'industrie. Et aujourd'hui avec nous, Sophie Bayer. Du côté des commerces, avec Sud Radio et le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Vous êtes gérante de 2 boutiques de prêt-à-porter, Sohan, dans le Doubs et le Jura, fondatrice du concept Ordonnance de style que l'on va découvrir ensemble. Alors tout d'abord, j'aimerais qu'on parle de ces trophées des commerces, de cette récompense. Vous avez eu le 2e prix lundi dans la catégorie innovation ? Oui, tout à fait, c'est ça, exactement. 2e prix catégorie innovation, très honorée de recevoir ce prix au niveau national. J'imagine que ça devait faire beaucoup d'émotions pour vous. Votre travail, je crois que vous faites depuis 2012, c'est là où vous avez ouvert votre première boutique ? Oui, exactement. J'ai commencé en plus dans un tout petit local de 30 mètres carrés, donc dans une commune dans le Doubs qui s'appelle Quingé et qui a donc 1500 habitants. C'est vrai que la proximité est vraiment une valeur très forte qui m'est très chère. Et puis au-delà de ça, j'avais vraiment envie de prouver en fait que
on pouvait démocratiser la mode, la rendre accessible à tous et surtout proposer des services de ville à la campagne. Et je crois que cette récompense, en fait, elle vient souligner ces 13 années de travail et de démarcation en proximité. Et je crois que vous avez eu une idée totalement innovante. Vous avez proposé très rapidement un questionnaire en ligne à vos clientes. Oui, exactement. En fait, je me suis formée en 2015 aux techniques de conseil en images à Paris pour simplement apporter un service complémentaire à mes clientes et puis aussi mettre du sens dans mon travail, valoriser la femme, leur apporter des conseils qui soient objectifs. Et puis de ça, en est découlé donc la création de l'ordonnance de style en 2018. C'est parti en fait d'une idée assez personnelle. J'ai toujours rêvé, moi personnellement, d'arriver dans une boutique et puis d'être chouchoutée, d'être prise en charge et d'avoir des tenues qui me soient préparées et aussi adaptées à ma morphologie et à ma personnalité. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas créer ce concept qui n'existait pas. Donc, c'est vrai que l'ordonnance de style est née de ça. Et puis, on l'a développé pendant le Covid parce que effectivement, les boutiques étaient fermées. Donc, j'ai proposé ce concept-là à mes clientes à domicile. Et puis en 2021-22, c'est vrai que il a été un petit peu plus connu et aujourd'hui, c'est vrai que il s'étend sur le territoire et j'en suis très ravie. Ah oui, donc c'est vraiment une success story pour ce rêve en fait que vous aviez pour vous, que vous avez réalisé pour les autres. Ouais, exactement. C'est vraiment ça part. Souvent, les idées émergent comme ça d'une idée assez personnelle et puis après, je me suis dit, je pense qu'il y a plusieurs femmes dans mon cas. Et effectivement, je le constate aujourd'hui avec l'ordonnance de style. Et c'est vrai que quand j'accompagne des femmes à retrouver confiance, finalement à prendre conscience du potentiel qu'elles ont chacune, leur unicité aussi, mettre le point d'honneur sur ce qui est beau chez chacune. On a, nous les femmes notamment, souvent tendance à focaliser nos complexes, alors qu'en fait on a plein de belles choses en soi. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai à cœur à transmettre, c'est que finalement notre corps est le véhicule aussi de notre histoire et je pense qu'il faut en être fier. Et votre clientèle, elle a dû réagir là-dessus. Enfin, vous devez avoir énormément de retours positifs de vos clientes. Oui, c'est très valorisant et c'est vrai que mon métier prend tout son sens justement quand je fais vraiment de l'accompagnement individuel. C'est vrai que les clientes sont ravies d'avoir un concept assez novateur en région. Et c'est vrai que du coup, j'aimerais y tendre et développer et accompagner aussi les commerçantes à retrouver du sens dans leur travail et puis à mettre l'humain simplement au cœur du commerce de proximité. C'est un très très beau message. Merci beaucoup Anne-Sophie Bayer, gérante de 2 boutiques de prêt-à-porter. Le nom c'est Sohan, c'est dans le Doubs et le Jura. Vous êtes donc fondatrice de ce concept, ordonnance de style. Très belle journée à vous. Merci à vous aussi. Du côté des commerces, avec Sud Radio et le réseau des chambres de commerce et d'industrie. Ensemble, soutenons nos commerçants. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.